Analyse technique du marché et prise de position en direct. Bienvenue à tous les amis dans cette toute nouvelle vidéo. Vous l'avez bien compris, on va parler du marché aujourd'hui avec une grosse partie analyse technique et fondamentale du marché. On va prendre des positions en direct tout au long de ce live, tout au long de cette vidéo. L'objectif, ça va être de vous donner mes analyses pour les jours à venir et comprendre un petit peu ce qui est en train de se passer en ce moment sur le marché. Évidemment, on fera un petit récap de toutes les actualités macroéconomiques de la semaine et notamment côté Union européenne puisqu'on a eu hier et aujourd'hui les résultats d'inflation en Europe. Et évidemment, on parlera en fin de vidéo d'actualité. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit like en fin de vidéo si celle-ci vous aura plu. Et c'est parti. Pour tous ceux qui sont présents sur les lives, comme d'habitude, je vous invite à poser vos questions. Je ferai des pauses entre les différentes parties pour y répondre. Globalement aujourd'hui, un marché, donc comme vous le voyez à l'écran, assez hétérogène. On commence légèrement à retracer la grosse hausse qu'on a eue les derniers jours sur Bitcoin et sur l'ensemble du marché. Donc on voit aujourd'hui une légère baisse sur Bitcoin, moins 3% sur Ethereum. Et côté altcoin, comme je vous le disais, c'est très hétérogène. On a certains altcoins comme le BNB par exemple qui performent très très bien avec plus 7% aujourd'hui. On peut retrouver des performances similaires sur le Link, le DREP, le QNT ou encore le GRT et le CAGED. Alors que pour d'autres altcoins, on est beaucoup plus en difficulté. XRP, moins 2%, l'Uni perd 6%. Donc on a un marché qui est très très hétérogène. Du côté de l'indice Fear and Greed, là par contre, on repart vraiment dans un niveau de confiance beaucoup plus important avec un indice à 39 aujourd'hui. On sort quasiment du niveau de peur pour rentrer dans un niveau neutre. Attention, ok, je vous le répète, un indice Fear and Greed qui part trop rapidement dans le vert n'est pas forcément trop bon signe. À chaque fois, quand on compare à ce qu'on avait encore le mois dernier, un indice à 13, 39 aujourd'hui, ça va très vite. Et pour finir, on a donc un indicateur Blockchain Whisper où les longues ont perdu l'avantage face aux shorts. C'est normal, le prix a pas mal monté ces derniers jours. Du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal de retails, pas mal de particuliers qui sont rentrés en short pour contrer la tendance. Comme je vous le disais, du coup, cela s'explique par un Bitcoin qui a très bien performé ces derniers jours. Et c'est quelque chose qui m'a personnellement très surpris. Vous le savez, certes, quand la Fed rehausse ses taux directeurs, on a souvent une première réaction haussière sur le marché. Mais c'est vrai qu'au vu du contexte et au vu de comment ça se passe les fois précédentes, on a généralement, dès le lendemain, une ouverture américaine qui fait replonger le marché. Ce n'a pas du tout été le cas hier puisque Bitcoin a continué de s'envoler pour venir même chercher les 24 469 $. Maintenant, ce qui est intéressant de dire, c'est que ça y est, là on est arrivé sur le précédent top et pour le moment, on semble avoir des difficultés à percer ce précédent top pour aller potentiellement chercher une cassure par le haut du gros pattern H4 dans lequel on est actuellement. Alors ce gros pattern H4 justement, il s'apparente à un bear flag, c'est-à-dire qu'on est en tendance baissière, on évolue pendant une certaine période dans un canal haussier avant la plupart du temps, et en termes de probabilité, de venir prolonger cette tendance baissière par le bas. Là, pour le moment, on voit qu'on est encore au-dessus de la Kijun et la Tenkan, au-dessus du nuage d'Ichimoku et au-dessus de cette zone de support très intéressante. Donc, pour l'instant, il n'y a pas forcément de panique à avoir, mais c'est vrai que personnellement, au vu du contexte macroéconomique global, je pense qu'on devrait prolonger cette tendance baissière. Vous le savez, mon scénario sur Bitcoin n'a pas changé, c'est toujours le même. Je considère qu'on est actuellement toujours dans une phase de manipulation pour absorber un maximum de liquidité. Alors là, vous voyez que j'avais mis un deuxième top un petit peu plus haut, mais il semblerait s'arrêter ici, ce qui nous permettrait de dessiner du coup un M pour rentrer dans une troisième phase de liquidation, d'expansion, où on viendrait du coup chercher un nouveau bottom. Ça fait maintenant plusieurs semaines que je vous présente ce scénario. Pour l'instant, il semble être respecté, mais attention, on sait que le marché est très piège. Les institutionnels en ce moment essayent d'absorber énormément de liquidités. Évidemment, pourquoi? Parce qu'on est en bear market, donc il y a énormément de liquidités à absorber pour pouvoir justement relancer le bull run dans les prochains mois. Du coup, voilà déjà un petit peu ce qu'on pouvait dire du côté du Bitcoin. Je vais faire une toute petite pause. Regardez si vous avez des petites questions pour le moment. Il n'y a pas l'air d'en avoir. Alors, salut pote bien. Ah, enfin du rouge Bitcoin, t'entends enfin qui continue jusqu'à 17K. Exactement. Acheter un terrain sur les... Qu'est-ce que vous pensez du mini-up de Dusk? On en parlera plus tard. Tu expliques bien, je trouve. Merci Damien. Du coup voilà, on va continuer du coup tout de suite sur Ethereum désormais. Alors Ethereum est dans une situation un petit peu particulière. Déjà premièrement, ce qui est intéressant à dire, c'est que la prise de position dans laquelle on était depuis maintenant plusieurs semaines
elle se déroule à merveille. On avait une première target à 1400 $, une deuxième à 1700 $, les deux ont été touchés. Donc là, félicitations à tous ceux qui étaient rentrés sur le trade sur Ethereum il y a quelques semaines. Maintenant, vous le savez, moi, à plus court terme, ok, j'avais plutôt imaginé un scénario baissier, ok, sur Ethereum. Alors, ce scénario baissier, on l'a entamé dans un premier temps avant, au final, de repartir vers le haut. Alors là, vous allez me dire, bah écoute, ton trade, il a touché SL. Non, justement, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que dans ce genre de situation et sur un marché très très volatile et très piège comme on est en ce moment, ce qui est très important de faire, et d'ailleurs c'est ce que je vous avais dit sur cette prise de position, c'était de clôturer 50% de votre position ici, en fait, sur le plat du nuage, qui était en fait une zone de support importante, et au même moment de remonter votre stop loss au prix d'entrée. Ça vous permettait du coup de récupérer vos bénéfices et sortir du trade avec absolument aucune perte, et au contraire d'aller chercher d'autres bénéfices grâce au précédent trade qu'on a vu juste avant. Du coup, voilà un petit peu la situation sur Bitcoin et Ethereum. On le voit, hein, Ethereum en ce moment continue de surperformer Bitcoin et ça se ressent directement en weekly avec le cours de l'Ethereum qui est très très solide. Il est dans une configuration très très solide, bien protégé par le support de Fibonacci juste ici et puis qui a très très bien réintégré son pattern weekly. Maintenant, attention, encore une fois, on est sur un marché piège et volatile, donc il ne faut pas trop s'emballer, éviter de FOMO. Ok, je vois beaucoup de personnes qui FOMO très très vite, qui s'emballent très très vite dès que le marché prend 3, 4, 5%. Évitez, ok. Là, pour l'instant, c'est vrai qu'on a eu une semaine intéressante. On est sur un enchaînement de plusieurs semaines plutôt intéressant, surtout du côté Ethereum. Attention, attention. Je rappelle que quelle que soit l'unité de temps qu'on sélectionne, qu'elle soit en H4, en weekly ou même en daily, on reste dans des configurations baissières pour le moment, que ce soit surtout pour Bitcoin, ok. On reste dans des configurations baissières, donc soyez extrêmement prudents les amis. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur ces deux grosses capitalisations, Bitcoin et Ethereum. Désormais, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va aller regarder ce qui se passe du côté des altcoins, les amis. Et désormais, je vais vous partager mes analyses et mes prises de position pour ce week-end. Ok, je vais vous montrer un petit peu quelle opportunité on va pouvoir saisir dans les prochains jours et qu'est-ce qui va pouvoir être intéressant de faire. Mais avant ça, je vais répondre à quelques-unes de vos questions. On est baissier, oui, tout à fait, Timeless Club. Pour moi, on est toujours baissier, surtout au vu de contexte macroéconomique. Non, la crypto, ce n'est pas fini. Tu penses que ce week-end, Bitcoin et Ethereum sera un marché baissier du coup? Oui, je suis plutôt baissier, comme tu l'as compris. Perso, je suis complètement d'accord avec ton scénario sur Ethereum. Merci, Minute Misor. Vous inquiétez pas, on va regarder les altcoins juste après, les gars. La crypto va-t-elle remonter dans les mois à venir, à ton avis? Oui, dans les mois à venir. Évidemment, après des mois ça peut être très très long, hein. Ça peut durer 12 ou 24 mois. Baissier, ça veut dire que le marché baisse, rêve de l'eau. Du coup, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur Bitcoin et Ethereum. On va donc regarder désormais ce qui se passe du côté des altcoins et les différentes opportunités qui se sont offertes à nous dernièrement et surtout celles qui vont s'offrir à nous dans les prochains jours. Tu ne vois pas taper les 27 000 puis descendre plus bas. Alors si, peut-être qu'on va aller chercher les 27 000, mais là au vu de la configuration pour le moment, il faudrait déjà qu'on vienne casser ici le pattern H4 par le haut, ce qui est pour l'instant pas joué du tout. Donc on va surveiller ça, mais effectivement les 27 000 $ serait la target finale de cette phase de manipulation. Alors on va commencer tout de suite avec le sell de Celsius Network. Donc là une prise de position très très intéressante que je vous ai partagée dans le Discord ce matin. D'ailleurs je vous invite à rejoindre le serveur Discord les amis, vous avez le lien dans la bio et dans la description. Donc là en fait, soit on attendait un rejet, soit une réintégration du nuage. Donc le rejet n'a pas eu lieu, hein. Vous voyez qu'on est venu casser dans un premier temps pour faire un fake out et réintégrer. C'est à ce moment-là qu'on s'est positionné donc en short. Et là, vous voyez que toutes les targets ont été touchées. Donc très très intéressant. Première position très intéressante de la journée. Ensuite, sur le DYDX, alors là, on n'est pas rentré sur ce trade. Pourquoi? On était dans une configuration plutôt intéressante en M15 sur le DYDX. Mais moi, personnellement, voilà, il n'y a aucun moment où j'ai eu des signaux de rebond suffisamment intéressants, suffisamment puissants pour rentrer en long dans ce trade. Au contraire, tout à l'heure, je me suis même positionné en short juste ici. Mais c'est vrai que ce matin, quand je suis arrivé sur le cours du DYDX, j'espérais qu'on arrive à rebondir sur le support 0,382 de Fibonacci afin d'aller revenir chercher le top. Mais à aucun moment, on a eu des signaux, voilà, comme je vous le disais, de rebond suffisamment forts, suffisamment puissants sur ce support pour venir chercher plus haut. Donc personnellement, voilà, je ne suis pas rentré en position et je vous ai d'ailleurs dit de bien attendre les confirmations pour le faire. Et comme je vous disais, j'ai rentré un petit short ici où je me suis positionné sur la cassure du support pour aller chercher le niveau 0,618 de Fibonacci.
Ensuite, du côté de la VAX, c'est bien là une magnifique prise de position avec ce canal ascendant qui est venu casser par le bas. On a bien attendu de venir faire un pullback pour se positionner. Boum, et on est venu chercher toutes les targets qu'on s'était fixées. Là, c'était un trade que je vous avais partagé gratuitement dans le serveur Discord, les amis, donc vous ne pouviez pas le louper. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre le serveur, vous avez le lien en bio et en description. Donc là, très intéressant. Après avoir touché les différentes targets, vous voyez qu'on est reparti vers le haut et puis là, on se redirige de nouveau vers le bas. Donc possibilité potentiellement de rentrer 2 fois en fait sur la prise de position. Un petit peu comme un trade sur le Litecoin. Hein. C'était où je sais plus où est-ce que c'était, hier ou avant-hier, je vous avais partagé un trade sur Litecoin et en fait vous aviez possibilité de rentrer 1 fois, 2 fois, 3 fois sur le trade et aux 3 fois eh bien, le trade a été gagnant. Donc vraiment je vous avais régalé. Donc voilà, maintenant quelles vont être un petit peu mes positions là pour les prochains jours. Déjà on va avoir quelque chose de plutôt intéressant sur ATA selon moi en H4. Alors c'est une crypto qu'on ne regarde pas forcément souvent ensemble, mais là je trouvais intéressant de vous partager cette analyse parce qu'on est dans une configuration qui est selon moi très intéressante. Alors moi je vais quand même attendre de voir si on arrive à rebondir sur le plat Kijun qui correspond aussi au plat 0,618 de Fibonacci. Et si on arrive à bien rebondir sur cette zone, alors on pourra rentrer en long avec pour objectif de venir chercher le haut du pattern dans un premier temps. Donc ça va jouer dans les prochains jours, potentiellement pendant le week-end. Maintenant attention, hein, si je vois que le rebond n'est pas très intéressant, n'est pas assez fort, encore une fois, sur cette zone de support, alors je ne prendrai pas le risque de rentrer en position. Sinon, il y avait une autre opportunité qui est intéressante. Alors là, elle va être un petit peu plus à long terme, puisqu'on va être sur une analyse weekly. Une analyse weekly sur le UTK, c'est une crypto que vous pouvez aussi retrouver sur Binance. Alors là, du coup, on va être sur une prise de position, voilà, comme je vous disais, qui va potentiellement durer plusieurs semaines, plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. On est dans une situation de rising wedge, donc un pattern qui généralement vient casser par le haut. On voit que là, on a quand même 2 zones de liquidité qu'on est venu recharger, 2 zones de rechargement qu'on est venu chercher. Maintenant, l'objectif, ça va être quoi? Ça va être de venir casser ici cette première zone de résistance de Fibonacci pour du coup rentrer en long avec pour objectif de venir chercher le haut du pattern. Alors, moi, je vous recommande de vous fixer quand même des TP intermédiaires. Par exemple, sur le niveau 0,618 de Fibonacci, ça peut être intéressant de mettre un premier take profit. En plus, on voit qu'on garde un ratio risque-récompense très intéressant. Et puis après, voilà, aller chercher grâce aux différents plats Kijun des supports, enfin des prises de profit intermédiaires, même avec ici le plat Kijun SSB du nuage, pour aller enfin chercher le haut du pattern. Mais voilà, ça sera maintenant dans plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Du coup, voilà, et puis un stop loss qu'on a positionné juste ici sur le plat Tenkan. Donc on voit qu'on a un très bon ratio risque-récompense avec 11,2 sur cette prise de position. Voilà un petit peu les amis ce qu'on pouvait dire sur le marché crypto, du côté du Bitcoin et Ethereum, du côté des altcoins. Donc beaucoup d'opportunités. Je vous invite à vraiment rejoindre le serveur Discord, ça va vous permettre de louper absolument aucune opportunité puisque c'est là que je vous partage vraiment tout. Tu mets environ combien par trade? Alors je mets 2%, entre 2 et 3% de mon capital sur chaque trade. C'est très rare que je mette plus. Ça peut m'arriver vraiment quand je suis très confiant sur une prise de position. Mais en général, je mets 2 ou 3% de mon capital sur chaque trade. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire. Tu penses que le marché sera haussier sur le mois d'août? Non. Alors, globalement, je pense que le marché devrait être assez calme au mois d'août. Voilà, après, encore une fois, au vu du contexte économique, je ne vois pas le marché se relancer pour le moment. Le livre de Karen, je le trouve bien. Oui, je le trouve très intéressant. Très intéressant. Alors, EGLD graphiquement, il n'y a pas forcément grand chose à dire. Je trouve qu'il n'y a pas forcément de configuration super intéressante. Les mouvements ne me semblent pas faciles à exploiter. Donc je surveille EGLD toujours parce que c'est une crypto-monnaie qui m'intéresse. Maintenant, voilà, c'est pas en ce moment celle qui me paraît la plus pertinente à exploiter. Je viens de vous montrer d'autres actifs qui vont être beaucoup plus intéressants et qui vont avoir beaucoup plus de potentiel. Du coup les gars, maintenant on va rentrer dans une partie un petit peu plus macroéconomique. On va refaire un petit point sur justement les actus macro de la semaine. Donc on le sait, hein, la principale news, ça a été mercredi soir avec du coup une nouvelle hausse des taux directeurs de la part de la Fed qui a rehaussé de 0,75 points ses taux directeurs, ce qui nous fait monter désormais ces taux entre 2,25 et 2,5%, ce qui est extrêmement haut, hein. On avait rarement eu des taux directeurs aussi haut, sachant qu'au mois de mars dernier, ces taux directeurs, ils étaient quasiment nuls.
Donc ça, c'est déjà une première chose importante. On a eu aussi les résultats du PIB américain qui ont été assez négatifs, hein, puisqu'on a eu un deuxième trimestre en baisse du PIB américain, ce qui fait donc rentrer désormais les États-Unis dans une phase de récession. Et là désormais, on a eu du coup plutôt des actualités du côté de l'Union européenne, avec du coup une inflation record en Europe, avec une inflation qui atteint les 9%. Ok, donc c'est assez impressionnant. Une inflation qui est très très haute. Nous pour l'instant en France, c'est vrai qu'on la ressent pas encore trop cette inflation, parce qu'elle est un petit peu bridée et limitée par les mesures qui ont été prises par le gouvernement, genre par exemple la remise sur le carburant. Mais ça ne saurait tarder à ce qu'on vienne chercher une inflation plutôt en direction des 7%. En France, on a quand même une inflation qui est passée de 5,8% en mai à 6,8% actuellement. Ok, donc on se rapproche de plus en plus des 7%. Et puis dans tous les cas, dans les semaines et les mois à venir, on devrait tendre vers une inflation qui va probablement dépasser les 10%. Alors certaines personnes me demandaient pourquoi justement la Fed rehausse ses taux directeurs comme ça alors qu'on a de l'inflation. Alors justement, le but de la Fed comme ça, la BCE a fait d'ailleurs de même, hein, la BCE a elle aussi rehaussé ses taux directeurs. Pourquoi ils font ça? Parce qu'en fait ils cherchent à justement contrer l'inflation en rehaussant leur taux directeur. Le problème, c'est qu'en rehaussant leur taux directeur, ils prennent le risque de ralentir l'activité économique et du coup de nous faire rentrer dans une phase de récession. Le problème, c'est que la récession, c'est un cercle vicieux. On rentre très rapidement dans un cercle vicieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a une baisse de l'activité économique, donc les gens ont moins de pouvoir d'achat, donc ils dépensent moins leur argent et en fait dans l'économie réelle, et le fait que les gens dépensent moins d'argent dans l'économie réelle ralentit encore plus l'activité économique. Du coup, c'est pour ça que les phases de récession sont extrêmement dangereuses, et c'est pour ça que je suis assez étonné des politiques monétaires, encore une fois, de la Banque Centrale Européenne et de la Fed, qui vont prendre le risque en fait de rentrer dans une phase de récession qui peut être très compliquée à enrayer et qui peut être aussi très compliqué d'en sortir. Après voilà, est-ce que Jérôme Powell quand même a laissé entendre que potentiellement on serait arrivé sur un pic inflationniste et que l'activité économique, notamment américaine, pourrait se relancer, et donc qu'on n'aurait pas forcément de nouvelles hausses des taux directeurs lors des prochaines réunions. C'est d'ailleurs probablement pour ça que les marchés ont potentiellement bien réagi. Mais attention, personnellement, j'y crois pas trop et je pense qu'il ne faut pas vraiment s'emballer. On paye les contre-coups d'utilisation intempestive de la planche à billets magique. Exactement, très bonne remarque Nas. Voilà, il faut arrêter de croire qu'aujourd'hui l'inflation, elle est causée par la guerre en Ukraine ou le Covid. Effectivement, ces deux événements ont été des accélérateurs de la crise, de l'inflation, mais ce n'est absolument pas les éléments déclencheurs. Ça, c'est très important de le comprendre. Et comme tu le dis, on active la planche à billets depuis maintenant une vingtaine d'années. Voilà, il faut voir qu'aux États-Unis, 50% des dollars en circulation ont été émis lors des 2 dernières années. Pendant la période Covid, on avait une banque centrale européenne qui injectait 17 millions d'euros dans l'économie réelle. C'est absolument n'importe quoi. Et ces 20 dernières années de politique monétaire désastreuse de la part des banques centrales, des régulateurs financiers, et elles entraînent aujourd'hui une inflation très forte. Donc voilà, c'était volontaire, il a fait monter les actions des copains, mais se retirant avant tout. Alors là, les actions ne sont absolument pas en train de monter, hein, Banzai. Les actions sont en grosse difficulté. On voit beaucoup d'entreprises qui performent de moins en moins bien. C'est l'exemple de Facebook, c'est l'exemple de Snapchat. Bon, j'ai pas forcément d'autres exemples qui viennent tout de suite en tête là, mais il y a très peu d'entreprises qui s'en sortent bien. Hormis, alors, en France, on a Total qui s'en sort très bien avec des nouveaux bénéfices records. On a Apple aussi hier qui a balancé ses résultats du Q2 2022 qui s'en sort bien. Mais globalement c'est très compliqué. Qu'est-ce que je pense de VET? VET, c'est un des projets crypto que je préfère. Du coup, voilà. On va passer du coup à la dernière partie de ce live, les amis, avec quelques petites actualités assez intéressantes. Déjà, je voulais revenir un petit peu sur la ville de Miami. Vous le savez, hein, la ville de Miami qui est une ville très crypto-friendly, hein, qui s'ouvre de plus en plus aux crypto-monnaies, notamment avec Francis Suarez, leur maire, qui reçoit déjà son salaire en Bitcoin, qui veut intégrer les crypto-monnaies au programme scolaire et qui va désormais lancer une collection de NFT sur la blockchain Ethereum. Ça sera en collaboration avec le magazine Time, mais aussi avec Mastercard et Salesforce. Donc c'est une collection NFT qui va arriver au mois de décembre, très intéressant. Ok, il y aura 5000 tokens qui seront mis à disposition. Donc je pense que ça va être je pense que c'est une initiative vraiment pertinente. Ça va vraiment
permettre une adoption, une démocratisation assez importante quand même de la technologie blockchain et des NFT, surtout dans cette région-là, hein, notamment dans le sud des États-Unis. Maintenant, attention, on verra quand même en quoi consiste concrètement la collection. Est-ce que c'est pas juste une manière de récupérer des fonds? On verra hein, si c'est vraiment quelque chose de très intéressant ou s'il n'y a pas des intentions un petit peu moins bonnes derrière. Mais pour le moment, ça semble plutôt pas mal. Voilà, autre petite actualité. Alors cette fois-ci qui est beaucoup moins intéressante, vous le savez, les écuries de Formule 1 étaient en fait des sponsors absolument, enfin étaient sponsorisés par des entreprises crypto. C'était un outil de visibilité absolument génial pour les plateformes de crypto, pour les entreprises de crypto-monnaie. Sauf que désormais, toutes ces écuries de Formule 1, elles se sont vues gentiment dire en fait vous allez enlever tous vos sponsors crypto de vos voitures. Donc gros manque à gagner hein, pour toutes ces entreprises crypto, gros manque à gagner et puis manque à gagner aussi pour les écuries de F1 qui perdent quand même de gros sponsors. C'est vraiment dommage. Je trouve que c'est une décision qui est complètement débile, mais ça montre bien que voilà, on veut à tout prix brider un petit peu le développement des cryptos et surtout leur visibilité. Donc voilà, un petit peu ce qu'on pouvait dire. On va arriver au terme de ce live les amis. Avant de terminer, je vais quand même répondre un petit peu à vos dernières questions. Et puis j'ai quelques petites choses importantes à vous dire aussi. Je rappelle qu'il y a toujours un giveaway sur Twitter où je vous fais gagner un NFT. Je vous invite aussi à rejoindre le serveur Discord parce que les gars, vraiment, il y a plein de trucs de fous qui se passent. Là en plus, j'ai lancé une nouvelle section, une section trading au risque où je vous partage des calls vraiment en scalping sur du très court terme avec des très gros effets de levier pour venir chercher des gros gains et rapidement. Bref, de toute façon, dans le Discord, c'est vraiment que là que tout se passe. Il y a une quantité de contenu absolument phénoménal gratuitement. Alors, il y a aussi des parties payantes. Donc vous pouvez aller checker ça. C'est vraiment un truc de fou. Et puis, je vous invite aussi à venir me suivre sur Insta et Twitter parce qu'il y a des nouveaux concours qui vont arriver très prochainement. Du coup, voilà. Je vais répondre à vos dernières petites questions et puis on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, voilà. Une crypto sur le long terme avec genre 200 € de budget, ce serait quoi pour toi? Alors, je pourrais t'en dire beaucoup. Ok, ça va surtout dépendre de... est-ce que tu veux mettre tes 200 € sur une seule et même crypto ou est-ce que tu veux les séparer? Évidemment, je pourrais te conseiller facilement Ethereum, mais il y en aura plein d'autres d'intéressantes, comme Avax par exemple. Mais quelle crypto saura affronter les banksters? Bitcoin. La crypto et l'indépendance, exactement Banzai. La monnaie numérique, c'est le crédit social, exactement. Ouais, c'est ça, faut voir si le truc de Miami, là, les NFT de Miami, c'est purement marketing ou s'il y a vraiment quelque chose d'intéressant derrière. Quelle est la meilleure crypto qu'on peut miner gratuitement? Alors, on ne peut pas miner gratuitement, ok? Pourquoi? Parce que quand tu veux te lancer dans l'activité de minage de crypto-monnaie, tu vas forcément avoir besoin d'investir dans des machines, en fait, des cartes graphiques qui vont te permettre de miner ces crypto-monnaies. Donc, c'est pas possible de miner gratuitement. Plutôt attendre ou pas pour commencer à investir? Alors, dans tous les cas, je vous le répète depuis plusieurs semaines, les gars, si vous voulez investir dans les crypto-monnaies, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on est sur des prix d'achat extrêmement intéressants. Maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi toutes les personnes qui me posent ces questions-là n'ont pas acheté il y a encore quelques semaines quand Ethereum était à 900 $. Un moment où je vous ai dit, les gars, vous allez voir, on est quasiment sur un bottom, le marché va repartir vers le haut. Résultat, Ethereum a repris quasiment 50% depuis. Pourquoi vous attendez à chaque fois que les prix montent pour vous dire, est-ce qu'il ne faudrait pas que j'attende un peu que ça redescende? Non. Justement, quand c'est bas, dites-vous, ok, là c'est bas, j'y vais. Et puis dans tous les cas, même si là ça a remonté un petit peu, comprenez qu'à long terme, on est sur des prix d'achat, des prix d'entrée extrêmement intéressants dans tous les cas. Et puis voilà, si vous faites du DCA, si vous achetez un petit peu tous les mois, ça va vous permettre de lisser votre prix d'entrée et d'avoir un rendement très intéressant. Et dernière chose, que vous achetiez par exemple Bitcoin à 23 000 $ ou à 20 000 $, dans 10 ans, ça ne changera quasiment rien sur votre rentabilité et sur vos bénéfices. Donc, ne vous prenez pas trop la tête, n'attendez pas le moment parfait, le moment idéal, car il n'existe pas. Ok, il y a un moment, il faut passer à l'action, il faut sauter dans le train, puisque si on regarde tout le temps et qu'on reste à la gare, eh bien on finit par louper le train, on loupe l'opportunité et c'est généralement trop tard. Donc voilà, sur ce les amis, on arrive au terme de ce live, au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à venir me suivre un petit peu partout et à poser vos questions en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end et on se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Salut à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.